Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9, les ITSS en région. Paraît-il que la région de l'Abitibi-Témiscamingue est championne pour la chlamydia et est également dans les premiers rangs pour plusieurs autres maladies. Alors, pour nous en parler, je reçois de l'Agence régionale de la santé et des services sociaux, Mme Pauline Clermont. Madame Clermont, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation, Madame Clermont. Juste si on expliquait tout simplement comme entrée en la matière, qu'est-ce que les ITSS? Les ITSS, au fond, c'est simple. Ce que ça veut dire, ce sont des infections transmissibles sexuellement et par le sang. Alors, pour donner des exemples, l'infection à chlamydia, la gonorrhée, la syphilis, le VIH, l'hépatite C, il y a d'autres infections comme l'herpès. Au fond, il y en a vraiment toute une panoplie. Est-ce vrai que dans notre région, là, on est vraiment pas mal dans les premiers rangs de ces fameuses infections-là? Parce que je disais, on a ici là, un tableau là, qui nous met premier, quatrième, troisième, etc. Est-ce que c'est vrai? Je vais préciser, c'est vrai qu'au niveau de l'infection à chlamydia, on a vraiment, je pourrais dire, le palmarès avec la région de la Côte-Nord. Par contre, pour les autres infections, si on pense au niveau du VIH, on a quand même un taux qui est assez bas. L'infection, l'hépatite C qui est transmissible particulièrement par le partage du matériel d'injection, oui, on a un taux quand même élevé. Si on parle des autres infections, la gonorrhée, la syphilis, ça par exemple, ça va très bien. On a vraiment très peu de cas. Et pour les autres infections, parce que bien sûr, il y a de multiples infections, si on parle des condylomes, de l'herpès, on n'a pas vraiment, je pourrais dire, de système pour mesurer ces infections-là. Toutefois, on sait que oui, comme partout ailleurs, on a finalement, les jeunes ont des condylomes, de l'herpès et tout. Si on expliquait un peu chlamydia, parce qu'on est à peu près là, dans une des régions où il y en a le plus ici chez nous, si on expliquait c'est quoi exactement? L'infection à chlamydia, au fond, c'est une infection qui est transmissible sexuellement. Vraiment, c'est à peu près la seule façon de la contracter. C'est une infection qui est le plus souvent asymptomatique. Ça va même chez les jeunes filles, jusqu'à 80% des jeunes filles qui n'auraient pas de symptômes. Pour les garçons, à peu près la moitié. C'est une infection, au fond, qu'il faut prendre au sérieux parce que, oui, il peut y avoir des symptômes qui vont commettre finalement des douleurs abdominales, des écoulements anormaux au niveau des organes génitaux, mais il peut y avoir aussi, ça c'est très important, c'est que c'est inapparent le plus souvent. Et pourquoi s'en préoccuper? Parce que les gens disent, ouais, mais en quoi c'est important? Mais ça peut amener quand même des douleurs abdominales. Si c'est pas traité, ça peut durer très longtemps et ça peut même mener vers l'infertilité. C'est ce qui nous préoccupe. Et c'est transmis aussi, là, parce que la personne qui l'a va la donner à l'autre, va la donner à l'autre, et puis c'est une roue là, à ce moment-là. Vous avez raison. Puis, je pense que comme c'est inapparent, les jeunes ne se méfient pas. Et des émissions comme ça, et il y a aussi une campagne actuellement au niveau du ministère de la Santé et des Services sociaux à l'échelle du Québec. Et dans cette campagne, on dit qu'il y a 1/3 des personnes infectées par une ITS qui l'ignorent. Donc, ça explique que les jeunes, particulièrement, au fond, puis pourquoi les jeunes? Parce que souvent, ils disent, ouais, mais parce que nous, dans la région, puis partout au Québec, c'est les 15-24 ans qui sont les plus touchés. C'est sûr que les jeunes, il y a un sentiment d'invincibilité. Ils n'ont plus peur du sida comme dans les années 90. D'avoir des relations sexuelles non protégées, c'est accepté socialement, c'est pas un drame. Est-ce qu'il y en a encore beaucoup de ça? Des relations non protégées. Pourtant, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui de propagande, de tout ce que vous voulez, autrement dit, les jeunes n'ont pas à dire, ben je le savais pas. Sinon, c'est... Mais malheureusement, les jeunes pensent pas que ça va leur arriver. Ils pensent que ça va arriver aux autres. Et c'est pour ça qu'il y a des choses, il y a vraiment des services très simples, pas des services, pardon, des façons simples. La première des choses qu'on dit, c'est de
utiliser le condom. Ben, c'est ça, vraiment, exactement. je pourrais dire, ce qui est le plus efficace pour prévenir plusieurs ITS comme chlamydia, gonorrhée, VIH. Parce que, juste une question de même, si on se reportait juste peut-être à 10 ans passés, OK, bon, une décennie environ, aller chercher une boîte de condoms à la pharmacie, c'était gênant, honteux ou presque. Mais on avait fait des gains, je vais vous dire, il y a 10 ans, parce que moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le domaine des ITSS. Et lorsque j'ai commencé, on avait des taux vraiment très, très supérieurs à ce qu'on a aujourd'hui. Puis, il y a eu des nouveaux services, au fond de l'accès à des tests. On a dit au monde, allez vous faire tester, puis faites-vous traiter. Ça a marché. En 97, avec l'avènement des antirétroviraux, les médicaments pour le VIH, il y a eu un phénomène que on avait moins peur du sida. Il y a eu aussi un changement. On doit remettre à l'agenda, je pourrais dire, l'éducation à la sexualité un peu partout, que ce soit dans les familles, en milieu scolaire. Et là, tranquillement, en 97, on s'est aperçu partout au Québec, et incluant notre région, que ça recommençait l'infection à chlamydia. Okay. Donc, puis il y a différentes études qui démontrent aussi que les jeunes, finalement, il y a une lassitude dans les comportements de prévention. Donc, il faut comme donner l'information puis les aider à se faire attention. Parce qu'aujourd'hui, aller chercher une boîte de condoms à la pharmacie, c'est en vente libre, c'est accessible à tout le monde. On n'a pas à le demander au comptoir ou des choses de même où peut-être les gens pourraient être gênés un peu. Ce sont des choses... je fais juste une différence. Comme il y a des gens, moi, qui m'ont déjà dit, penses-tu que je vais aller chercher une boîte de Viagra à la pharmacie? Qu'est-ce que c'est qu'ils vont penser? Il y a des... Probablement, je ne sais pas, mais probablement qu'il y a des manières discrètes de faire, je ne sais pas. La sexualité, même si c'est un besoin fondamental de tout être humain, ça demeure pas moins que c'est tabou. On doit travailler justement à diminuer les barrières. C'est encore tabou pour les gens. Oui, parce que oui. les jeunes, souvent il y en a qui sont gênés et tout. Il y a aussi une question de budget. Mais moi, le conseil que je donne au fond, c'est que les jeunes, c'est tranquillement que les parents ne soient pas gênés d'acheter des condoms à la maison, de les rendre disponibles, puis d'amener le jeune à se responsabiliser dans son budget pour aller s'en acheter. Je suis certain qu'aujourd'hui, en 2009, là, que le parent qui va trouver dans le sac de son garçon une boîte de condoms, le parent ne sera pas choqué. Au contraire, il va dire, regarde, lui, là, il est responsable. Vous avez certainement raison. Mais par contre, c'est qu'il y a différentes barrières. Hein? Les barrières à l'utilisation du condom sont nombreuses. On n'a plus vraiment peur. On se dit, ben ça se traite. Puis c'est vrai que ça se traite. Hein? Une infection chlamydia, c'est une dose de médicaments. C'est ça. Puis ce qu'on dit, informe tes partenaires, que tes partenaires soient traités et tout. Sauf que il y a vraiment... Souvent, les jeunes ont des comportements à risque et ne se font pas tester, répandent l'infection. Lorsqu'ils sont traités, souvent, il y a comme le travail d'informer ses partenaires. Ils peuvent se réinfecter aussi. Ah oui, exactement. Alors, il y a beaucoup de choses à faire si on veut changer, là, je pourrais dire, notre épidémie en région. Moi, il y a une chose, quand je regardais les statistiques sur ça qui m'a vraiment sauté aux yeux, là, et lorsque l'on parle de chlamydia, les terres cris de la baie James, 1445 cas sur 100 000, et au Nunavut, 2660 cas par 100 000. Si on regarde ici, en région, c'est 238,9 cas sur 100 000. C'est énorme dans le Grand Nord. Mais par rapport aux données statistiques, quand on a des petits chiffres, des petites populations, c'est certain que ça fait comme plus de monde et tout, ça va gonfler. Ce qui est important là-dedans, moi, ce que j'en connais, c'est qu'au niveau des régions extra-urbaines, oui, on a des taux plus élevés. Fait qu'il faut vraiment comme en prendre conscience. Mais je voudrais donner un message positif aujourd'hui parce que j'ai regardé les données, les dernières données statistiques pour 2008. Et c'est la première année depuis au moins une dizaine d'années qu'on observe une diminution chez les filles et on observe une augmentation chez les garçons. Ah oui. Et je dois vous dire que c'est une très bonne nouvelle qu'il y ait une augmentation du nombre de tests positifs chez les gars parce que
Avant, les gars, au fond, ce qu'on a observé, c'est qu'ils se faisaient beaucoup moins tester. Mais dans les dernières années, on a introduit un test, plutôt que de faire un prélèvement là, avec un petit bâtonnet, ça va être un test urinaire. Donc, ça va faciliter la consultation. Et heureusement, ça nous permet on s'aperçoit par ces données-là que oui, on a mieux rejoint nos gars durant les dernières années. Okay. Fait que ça explique un peu, je pourrais dire. Ça peut être une. Là, oui, c'est un plus. C'est tout à fait un plus. Mais je pense que, ceci dit, on sait que ça circule. C'est important que les jeunes le réalisent, de dire, écoute, ça paraît pas, je suis en amour avec quelqu'un, j'ai confiance, ou ça peut être une relation d'un soir avec une personne que tu te sens bien, mais ils doivent prendre conscience que moi, je me protège. Il peut y avoir aussi des barrières très simples s'il y a utilisation d'alcool, que l'inhibition va diminuer, puis au diable le condom. Et s'il y a eu un comportement à risque, de consulter. C'est super important. Exactement. Puis dans chacun des territoires, dans notre région, il y a des services disponibles, soit chez le médecin, dans les services de santé, les infirmières qu'on appelle SIDEP, l'acronyme veut dire Service de dépistage et de prévention. Okay. Au fond, tu appelles, tu dis, moi, je vais avoir un test ITSS. Souvent, ces infirmières-là, c'est des infirmières, finalement, presque de rue, vont donner leur carte. Et il y a vraiment un très, très bon service. Et aussi, c'est la possibilité de dire, moi, j'ai eu tant de partenaires, et il y a comme un soutien dans la recherche de ces partenaires. C'est donc dire que si les jeunes veulent aujourd'hui, ils ont les moyens qui sont là. Oui, ils pourraient. Et bien sûr, moi, je me questionne toujours sur l'accès au condom. Parce que je m'imagine, moi, dans des milieux ruraux où le jeune, il vient, son seul contact, il prend l'autobus, s'en va à l'école polyvalente, où il va aller acheter ses condoms. Peut-être ça peut être gênant de dire, tu sais, je m'en vais dans la... Tu sais, souvent, il n'y aura pas de pharmacie dans son village. Fait que ça, il faut être sensible. Et c'est de rendre les condoms accessibles. Ça peut être des machines distributrices en milieu scolaire. Tu sais, il y a différents moyens. Je pense qu'une fois qu'on réalise que oui, il y a un problème dans notre région, c'est pas dramatique, c'est de réaliser qu'il y a un problème. Puis qu'est-ce qu'on fait pour aider nos jeunes? Est-ce que les jeunes banalisent ce virus-là? Moi, au fond, je pense que les jeunes, puis en même temps, il y a quelque chose de positif. Ils ont comme un sentiment d'invincibilité. Ils ont à travailler leur confiance en eux. Ça sert, au fond, ça fait partie de l'évolution, là. Puis c'est vrai qu'ils ont plus peur parce qu'ils disent ça se traite. Ben, mais je pense que le problème, c'est quand ils en ont une ITS, là, c'est drôlement dramatique pour eux parce que ils sont pas vraiment contents, ils sont stressés, même ça nuit dans leurs projets personnels, que ce soit les études, le travail. Souvent, s'ils sont en relation de couple puis qu'il y a eu finalement une aventure en dehors du couple, ça pose un problème parce qu'il faut que tu le dises et tout. Moi, je pense que si tu veux être bien dans ta sexualité, protège-toi, ça va être beaucoup plus facile. Exactement. C'est quoi l'âge? Je pense que vous avez parlé tantôt de partir de 15 ans. Oui, les 15-24 ans. C'est sûr qu'on a quelques cas là, dans le groupe là, des 14 ans, là, mais on a une majorité de cas chez nos 15-24 ans. Okay. C'est vraiment le groupe là, où on a le plus d'efforts à faire pour dire là, que ça aura une influence puis que, bon, on n'en parle plus, nos chiffres diminueraient. Est-ce que ça veut dire qu'en Abitibi-Témiscamingue, les jeunes ignorent les condoms? Je n'irai pas jusque-là, parce qu'on en distribue beaucoup. C'est sûr qu'on a un programme de promotion du condom où on va donner à chaque année des condoms aux maisons de jeunes, aux travailleurs de rue, aux infirmières qui font les services de dépistage et de prévention pour qu'ils en fassent la promotion. Je pense pas. Je crois, moi, je n'irai pas qu'il y a peut-être un problème de capacité de s'en acheter. Okay. Ça, je me pose la question. Le problème d'accessibilité dans des milieux ruraux. Est-ce que dans toutes les écoles secondaires de l'Abitibi-Témiscamingue, il y a l'accès aux condoms par distributrice à prix modique? Ça pourrait être une solution. Okay. Mais par contre, tu sais, il faut que le jeune ait une volonté. Faut pas négliger au niveau de l'accès, hein, sa possibilité de s'en acheter. Puis en même temps, il y a ce qu'il en pense. S'il n'est pas convaincu et qu'il n'a pas peur, ben là, on n'a pas beaucoup d'effets. Ce serait quoi le rôle des parents là-dedans? Le rôle des parents, je pense que c'est d'introduire très rapidement, quand on parle avec
parce que ça, c'est vraiment la puberté, hein. Tu vois ton jeune changer et tout le rapport, l'attirance vers finalement d'autres personnes. Tu sais, il y a toujours une question. On le sait quand nos enfants, tu dis, mon Dieu, les hormones sont au plafond, ça s'en vient. Je pense que tout parent est capable de le réaliser. C'est d'aborder le sujet, puis de dire, bon, c'est important pour nous, puis garde les condoms. Est-ce que pour toi, tu as pensé de les utiliser, d'en amener, de permettre que le jeune se familiarise avec le condom? Puis c'est aussi jeune que, tu sais, 12, 13, 14 ans, là. Parce que ça dépend de l'évolution de notre jeune, puis souvent, de saisir des opportunités, si le jeune en a parlé, par exemple, qu'il y a eu un sujet de discussion à l'école, c'est de reprendre la discussion à la maison. Et d'avertir les parents, je pense que c'est important de ne pas banaliser cette histoire-là avec leurs enfants, et au contraire, les soutenir, en parler, puis s'il faut, leur rendre d'acheter. Moi, je pense que vous avez raison. Le rôle du parent là-dedans, c'est d'aider et de vérifier par rapport à la possibilité du jeune, s'il est capable de s'en acheter, s'il est peut-être trop gêné parce que à la pharmacie du coin, c'est ma tante qui travaille. Tu sais, c'est tout ça qu'il faut regarder, mais que le sujet soit discuté pour dire, écoute, on t'aime, puis on veut que tu restes en santé, puis c'est pas mal moins stressant d'avoir une vie sexuelle sans avoir finalement contracté une ITS. En terminant, il reste à peine une minute, Madame Clermont. Si on parlait des fameux préjugés. Bien, les préjugés, je pense que les préjugés par rapport à la sexualité, oui, ils sont là. Les jeunes, souvent, on ne reconnaîtra pas la sexualité des jeunes, mais c'est une réalité, c'est quelque chose qui est fondamental. Et je pense c'est une attitude, d'avoir une attitude d'ouverture. On le sait que c'est présent, l'activité sexuelle, c'est un besoin fondamental de l'humain. Et c'est de donner les moyens nécessaires à nos jeunes pour dire, on veut que vous soyez heureux, puis protégez-vous. En terminant, 30 secondes, si vous avez un conseil à donner. Si j'ai un conseil, c'est d'utiliser le condom. Et bien sûr, si on a pris des risques, de ne pas hésiter à aller passer un test, ça fait pas mal, de prendre les médicaments nécessaires, puis d'en parler à ses partenaires, parce qu'on peut se faire réinfecter si on n'en parle pas. Si on n'en parle pas. Alors, Madame Clermont, merci infiniment. Continuez votre très beau travail, surtout auprès des jeunes. Les jeunes ont besoin d'être renseignés puis d'être sécurisés, surtout. Bien, merci, c'est un plaisir. C'est moi qui vous remercie, Madame. Une courte pause, Mesdames et Messieurs, et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Qu'est-ce que le groupe en environnement et économie sociale d'Abitibi-Ouest, Recyclo-Nord? Alors, pour nous en parler, je reçois sa présidente, Mme Jacinthe Châteauvert. Madame Châteauvert, bonsoir. Bonsoir. Madame Châteauvert, la première des choses, qui a fondé ce groupe-là et ça existe depuis combien de temps? Bien, c'est un groupe de gens dont je faisais partie à l'époque, en 1991, qu'on a formé ce groupe-là. On l'a formé sous l'impulsion de débuter la récupération en Abitibi-Ouest. On avait très hâte à ce moment-là qu'on puisse nous aussi récupérer. Fait qu'on avait travaillé là-dessus. Fait que c'est depuis 1991 quand même que ça existe. Là. Ça fait déjà... Là, vous êtes après me dire que ça fait, mon Dieu, 18 ans à peu près, que vous commencez, qu'on parle de recyclage, puis on est en 2009 aujourd'hui, on commence juste à recycler. Donc, ça a été long. C'est pas un blâme là, que je vous fais du tout, sauf que, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les gens... pour le recyclage, les gens ont ça, là, ça commence à entrer, est-ce que c'est ancré dans leur fonctionnement qu'il faut le recycler après tant d'années que ça? Bien, je pense que oui. On a des systèmes qui sont très efficaces. Là. Quand on se compare, des fois on dit on se console. Là. Nos bacs là, de 360 litres qu'on sert, ça fonctionne très bien. Je pense que oui, ça commence à rentrer. Oui, c'est long, mais faire changer des habitudes qu'on a depuis longtemps, c'est long aussi. Dieu, oui, et avec les problématiques qu'on connaît aujourd'hui avec le centre de tri, ben il faut surtout pas perdre ces bonnes habitudes-là, parce que c'est comme la forêt, comme plein d'autres domaines, c'est un temps à passer, ça va revenir. Il faut que ça revienne, on n'a pas le choix. On est rendu là. Parce que moi, je me souviens très bien, il y a quelques années passées, chez nous, lorsqu'on on nous a vendu 2 bacs,
2 gros bacs roulants, 360 litres. Il y en avait un pour le recyclage, entre autres, et on nous expliquait. Puis je m'en cache pas, et je m'en confesse quasiment, mais j'ai été un des premiers. Si tu penses que je vais mettre 2 poubelles, moi là, un instant, là, tu sais, si tu penses que je vais rincer, entre parenthèses, mes cannes de bine, excusez l'expression, pas en tout, mais on a embarqué dedans et on n'avait pas le choix. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'était, et c'est encore primordial aujourd'hui. Ah oui, effectivement, c'est primordial. Il faut continuer à travailler dans ce sens-là, ça c'est sûr et certain. Parce que l'environnement, c'est une lutte, je dirais pas une lutte, parce que dans le fond, c'est notre quotidien, l'environnement. Donc, c'est à long terme, puis pour passer au travers un paquet de crises, si on se tourne vers l'environnement, on va y arriver. Ah, j'en suis persuadé. Si on parlait de vos actions principales, c'est quoi les actions? Les actions principales, comme je dis, on existe depuis 91. On a participé là à la mise sur pied de la récupération en Abitibi-Ouest au tout début avec des gros bacs, des apports volontaires. Par la suite, là, l'arrivée des bacs là chacun chez soi, comme chez nous, qui s'est arrivé enfin en 2005. J'en étais ravie. Je me disais bon mission accomplie. Tout le monde ensemble, pas juste le groupe Recyclo Nord, les municipalités, etc. Tout le monde est obligé de faire sa part. Donc ça, c'est une de nos grandes actions au début. Et puis maintenant, dans les actions qu'on réalise, c'est qu'on offre des formations sur le compostage. On offre le service aux municipalités qui l'offrent à leur population. On a donné aussi quelques conférences sur les berges. On a eu un projet l'été dernier là de reboisement des berges qu'on a fait à l'île Nepawa. Oui, exactement. On passait là. Pour ne pas faire de publicité, là, mais ceux qui allaient au verger de l'île, c'était pas loin. On voyait des gens qui coupaient des branches, des saules, mais c'était pour replanter. Est-ce que c'est ça? Oui, effectivement, c'était ça. On a fait les activités là près de la salle communautaire à l'île, sur le bord du lac, parce que c'est l'endroit où est-ce que on avait ciblé avec la municipalité là que dans le fond le lac se rapproche un peu plus du chemin là. Donc on a essayé de faire une intervention de plantation d'arbres pour aider à maintenir la berge en place. Bon, il va y avoir un suivi qui va être assuré. Puis avec ce projet-là, on a aussi donné une conférence sur les berges l'automne dernier. Okay. Puis on va réitérer cette action-là en collaboration avec la Ville de La Sarre qui nous ont approchés pour le Jour de la Terre, le 22 avril. Il y aura aussi là des séances d'information là sur la protection des berges. Formation sur le compostage. Est-ce que les gens commencent à composter plus aujourd'hui ou les gens se foutent un peu de ça? Ben, les gens sont intéressés. Dans les municipalités où est-ce qu'on a offert la formation, il y a eu quand même beaucoup de participation. Puis les gens sont intéressés à savoir comment faire, comment bien le faire. Parce que on peut tous entasser nos déchets dans un coin chez nous, les entasser là, les mettre en tas, puis ça va finir par se décomposer. Oui, c'est sûr. Mais quand on donne une formation sur le compostage, c'est la façon de bien le faire pour que assez rapidement on puisse bénéficier là du bienfait du compost qu'on utilise par la suite. Parce que si on parle de compostage, il faut absolument mettre ça dans une boîte, se faire une boîte pour ça, parce que ceux qui restent en ville, là, si on met, mettons, des résidus de pelouse dans le fond de son terrain, laissez-moi vous dire qu'au bout d'un mois, là, la senteur n'est pas agréable du tout. Là. Non, c'est sûr. Est-ce que ça prend une boîte? Ben ça, c'est pas nécessaire à tout prix. Sauf que, comme on dit, quand on donne cette formation-là, on enseigne un peu pourquoi qu'il faut mélanger nos détritus, etc. Et pour éviter les odeurs, etc. Fait qu'il y a des outils qui existent, entre autres les boîtes. C'est ce que vous enseignez quand vous donnez le cours sur ça. Le projet de la ressourcerie, c'est un sondage que vous avez mis en ligne? Oui, ça c'est le projet qu'on travaille là, présentement depuis quasiment 3 ans là-dessus en collaboration avec le CLD, la SADC. Puis on a mis un questionnaire en ligne là au mois de décembre en collaboration avec Radium justement, qui à l'adresse internet là si je peux la donner, www.recyclonord.com.
Recyclonord.com. Oui, okay, tout en lettres minuscules. Okay. Et on demande à la population d'Abitibi-Ouest d'aller remplir ce sondage-là. Ça va nous aider pour le projet de ressourcerie à préciser là quel genre de rejet qu'on pourrait recevoir à la ressourcerie, puis quel genre d'activité qu'on pourrait prioriser pour se trouver un créneau là. Fait que ce questionnaire-là, il est à remplir. Puis il est aussi en lien là sur les sites du CLD d'Abitibi-Ouest, okay, de la SADC et de la MRC également. Puis on l'a fait paraître là, dans les bulletins municipaux. Alors, on invite les gens à participer à ce sondage-là. Moi, je veux revenir sur vos actions là, actuellement. On parlait de formation sur le compostage, mais quand on parle de formation sur la protection des berges, bon, on en a parlé un peu tantôt, est-ce que nos berges sont si en danger que ça? Ben, il faut les préserver pour être capable de conserver la qualité de l'eau. Puis je dis conserver, mais avec les épisodes là, de cyanobactéries qu'on a connus l'été dernier, dans 2 secteurs du lac Abitibi, entre autres l'île Nepawa puis Clerval, on a eu des interdictions d'activité d'usage du lac, okay, à cause des toxines qu'il y avait dans les cyanobactéries. C'est la première fois depuis qu'on a découvert le problème qu'on nous signale qu'il y a des toxines à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Les toxines, oui, ben, dans le fond, les cyanobactéries, c'est une bactérie qui peut, en se détériorant, dégager des toxines qui est dangereux pour la santé. Une toxine, c'est, on peut en avoir dans plein de produits. Comment je pourrais traduire ça d'une façon simple? C'est un danger, dans le fond. C'est comme une petite grippe, un virus. Si un virus. On peut l'appeler un virus qui peut grossir si on c'est pas vraiment si on n'y fait pas attention. Exactement. Donc, il y a un danger à ce moment-là si on utilise l'eau du lac lors d'activités. Donc, c'est important là, de préserver pour maintenir notre berge en place, pour faire en sorte que tous les contaminants sont perçus par cette berge. Madame Châteauvert, est-ce que on peut dire que nos cours d'eau, disons nos principaux cours d'eau, on parle du lac Abitibi, on parle du lac Québécois, le lac du Parquet, on parle du lac Macamic, lac Louat, on a de beaux gros lacs chez nous. Est-ce que ces lacs-là sont en danger au moment où l'on se parle? Ce serait difficile à dire. Les déclarations de cyanobactéries, il y en a eu dans le lac Abitibi parce que c'est le réservoir final, si on peut dire, du bassin versant du lac Abitibi. Exactement. Parce que le lac Loire, le lac Macamic, tous ces lacs-là finissent par se déverser dans le lac Abitibi. Exactement. Qui coule vers l'Ontario. C'est ça, exactement. Fait que c'est difficile de prétendre que tous les lacs sont en danger. Cependant, ce qu'il faut penser, c'est qu'il faut préserver dès aujourd'hui nos berges pour conserver la qualité de l'eau de ces lacs-là s'ils ne sont pas encore affectés. C'est vraiment très important. En terminant, parce qu'il reste à peine 1 minute, Madame Châteauvert, si on parlait du 26 février prochain, là, en collaboration avec le CREAT, vous allez tenter une dernière fois de susciter la création d'un comité de gestion par bassin versant pour le lac Abitibi. Ça, c'est important. Ça fait une couple de fois que vous essayez, puis ça ne fonctionne pas. Ben c'est ça. Le 26 février, 19h, il y a une rencontre à Palmarol au 124 principal. Là, c'est le 2e étage de la salle municipale à Palmarol. C'est la dernière tentative qu'on fait au Conseil régional de l'environnement pour susciter la création. Il faut que les gens se prennent en main. Puis pour le lac Abitibi, c'est important qu'on le fasse pour l'ensemble du bassin versant parce qu'on est une petite population. Donc, on a invité d'une façon particulière plusieurs organisations, mais on invite aussi l'ensemble de la population parce qu'on va donner de l'information là, puis on va essayer de susciter la création puis de créer un conseil d'administration ce soir-là. Parce que c'est vraiment très important de créer, là, au moins d'intéresser les gens, là, au moins. Ben oui, puis par la suite, ce comité-là pourra faire des actions par rapport aux berges et continuer là, les actions et épauler, dans le fond, Recyclonord, on pourra se concentrer sur la gestion des matières résiduelles et le comité de bassin versant s'occupera des berges à ce moment-là. Madame Châteauvert, je vous remercie beaucoup. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Et on se donne rendez-vous à une autre émission d'Info 9. Au revoir.